Merci, Monsieur le Président de Rugy. La parole est à Monsieur Jacques Craval pour le groupe RRDP pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les députés, Madame le rapporteur, mes chers collègues, le changement climatique, c'est aujourd'hui une réalité établie, bien que nous ne soyons pas nombreux, c'est une préoccupation très forte. Non seulement la situation actuelle est grave, mais elle continue de s'aggraver de jour en jour. Nous assistons à un dérèglement de l'amplitude des températures combiné à une hausse constante des températures moyennes, fonte des glaciers, multiplication des sécheresses, des inondations, qui sont les signes les plus visibles du changement climatique. Ce sont des réalités. Mais ce qu'on oublie d'ajouter à ces réalités, c'est que ce changement climatique a un coût financier qui se porterait à 1 050 milliards d'euros à la fin du siècle dernier, d'après le GIEC, mais il serait aussi responsable de 2,5 millions de morts en 30 ans, d'après Jim Yong Kim. Donc nous devons nous mobiliser tous par rapport à cette cause. En cas d'action insuffisante pour lutter contre le changement climatique, le rapport Stern évalue ainsi ce coût entre 5 et 20% du PIB mondial à moyen terme. En France, nous savons que les conséquences graves pourraient intervenir pour notre industrie agroalimentaire, notre viticulture et bien sûr d'autres éléments. Ainsi, par exemple, dans le sud de l'Aisne, terre de Champagne, la viticulture pourrait être en danger car c'est une filière particulièrement sensible au dérèglement climatique. Il en serait de même pour notre agriculture. La question n'est pas simple, c'est l'enjeu de notre débat. Car nous sommes dans une situation paradoxale. D'un côté, nos besoins d'énergie fossile ne cessent de croître, et de l'autre, nous devons lutter contre le réchauffement climatique. D'un côté, nous ne devons pas sous-estimer les effets économiques et sociaux positifs de l'action contre le changement climatique, économie d'énergie d'un côté, amélioration de la qualité de l'air de l'autre, réduction des risques pour la santé. D'un autre côté, la crise économique que nous traversons nous impose de ne pas asphyxier notre industrie française, européenne, alors que les gaz à effet de serre sont émis dans l'ensemble de la planète. Le réchauffement climatique n'est évidemment pas un phénomène qui s'arrête aux frontières. Il s'agit donc de mettre en place des mécanismes vertueux au niveau européen en se battant au niveau mondial pour faire progresser cette cause. La France a pour objectif de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Elle respecte d'ores et déjà ses engagements du protocole de Kyoto. Dans le cadre du paquet énergie-climat européen, elle défend la fixation de nouveaux objectifs concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables et l'amélioration de son efficacité énergétique à l'horizon 2020. Depuis longtemps, l'Union européenne a montré la voie et pris des engagements et des mesures louables. Elle prône la nécessité de limiter le réchauffement mondial à 2 degrés C maximum. L'Union européenne est ainsi parvenue à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 18% depuis 1990. Malgré tous ces efforts, nous devons le reconnaître, depuis la conférence de Copenhague, considérée comme un échec, nous sommes entrés dans une phase de stagnation, voire de recul, des négociations internationales sur le climat. Sur la situation du marché de carbone, nous devons être lucides. Le système européen d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre est confronté depuis 2008 à une crise importante. La réduction de l'activité industrielle a mécaniquement entraîné une diminution des émissions. Et le cours de la tonne de CO2 s'est effondré de 8 à moins de 3 € en quelques mois. Autre conséquence majeure, le charbon fait son retour dans les principaux pays européens, comme en Allemagne ou au Royaume-Uni, et nous connaissons le lien entre prix à la tonne de CO2 et recours aux énergies fossiles. Ici, en France, Monsieur le Ministre, le risque est grand de céder à l'extraction des gaz et huiles de schiste. J'ai interpellé Madame la Ministre de l'Environnement et de l'Écologie ces derniers temps, puis j'ai été interpellé également par les présidents du Conseil régional de l'Île-de-France et du Conseil général de Seine-et-Marne sur la perspective de signer les arrêtés de mutation du permis de mairie et de prolonger le permis de Château-Thierry.
Je pense que ce serait un non-sens économique, un non-sens environnement si la France s'engageait dans cette voie. Pour l'avenir, et c'est une nécessité, les débats vont s'engager au sein de l'Union européenne sur les solutions structurelles de réforme. Au nom des députés radicaux et apparentés, je tiens à dire que nous soutenons les efforts pour respecter les engagements courageux du président de la République, réduction des émissions de 40% en 2030, 60% en 2040. En parallèle, nous devons moderniser le cadre de régulation du marché carbone en garantissant l'intégrité et la transparence pour mettre fin aux dysfonctionnements et surtout à la financiarisation. Ensuite, nous devons continuer nos efforts sur la fiscalité écologique sur l'énergie. La Commission européenne a par exemple engagé une révision de la législation sur la taxation de l'énergie pour y introduire une composante carbone. C'est une bonne initiative. Au cours de la conférence sur le climat qui se tiendra en 2015 à Paris, la France doit être force de proposition pour accentuer les efforts en France, mais également inciter à ce que ça puisse aller dans le monde. Le débat national sur la transition énergétique et la loi que nous attendons devront montrer l'exemple. Notre débat de ce soir, certes peu suivi, est un préambule et nous aurons bien l'occasion d'y revenir dans le prochain mois, mais je ne doute pas qu'il sera l'occasion d'un échange riche et fécond compte tenu de l'importance du sujet avec la volonté de faire progresser la recherche du bien commun et donc du développement durable. Pour faire mentir Jean de La Fontaine, et j'en terminerai par là, qui écrivait dans la fable La forêt et le bûcheron, voilà le train du monde et de ses sectateurs. On s'y sert du bienfait contre les bienfaiteurs. Démontrons ici qu'il est non seulement possible de concilier développement économique et développement environnemental, mais démontrer aussi que l'économie verte, c'est notre avenir pour la croissance et pour l'emploi.